Dans cette vidéo, je vais parler des effets d'interférence entre les entraînements de renforcement musculaire et les entraînements cardio dans le contexte du rugby. Dans une vidéo que j'ai fait récemment au sujet des courses tempo dans le contexte des sports collectifs, j'ai eu une question de la part de Michael sur YouTube qui m'a demandé une vidéo sur les phénomènes d'interférence entre les types de séances de musculation et celles de cardio serait bienvenue afin de compléter la vidéo sur l'entraînement polarisé et également celle-ci, donc qui parlait de la vidéo sur les courses tempo. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que je vais passer en revue d'abord les applications pratiques d'une méta-analyse qui a été faite sur le sujet, donc sur cette interférence entre le travail de renforcement et le travail cardio. Et ensuite, je vais parler aussi des implications que ça peut avoir dans le contexte du rugby spécifiquement. Donc l'étude que j'ai passée en revue, elle s'intitule « Entraînement concurrent, une méta-analyse examinant les interférences entre les exercices de type aérobie et les exercices de renforcement ». Je vous mettrai le lien pour le PDF dans la description de la vidéo. Je vous encourage à lire l'étude complète, c'est pas très long, c'est 5-6 pages. Et donc, ils ont analysé les effets de l'entraînement d'endurance sur la puissance, la force et la masse musculaire. Alors, c'était fait au travers de différentes études avec différents formats, différentes populations, différentes façons de mesurer les interférences, mais au final, ils ont tiré quelques applications pratiques que je vais passer en revue maintenant. Donc, il y en a 4. On va commencer avec la première. C'est que c'est la puissance de toutes les qualités physiques, c'est la puissance qui est la plus touchée par le travail concurrent, renforcement et cardio. Donc, ce qui veut dire que pour des sports comme l'haltéro, lancer de disque, lancer du marteau, lancer du javelot, qui sont très très courts, et très intense et très explosif de nature, on va vouloir limiter le travail de renforcement et d'endurance de manière concurrente parce que ça va avoir un effet négatif sur la puissance. À savoir donc que de toute façon ces athlètes ils font très peu de travail d'endurance dû au fait que les qualités qui sont requises pour avoir de hautes performances dans ces sports-là nécessitent on va dire un profil même au niveau des fibres musculaires qui est très rapide. Et donc, tout travail à l'autre bout du spectre en termes d'endurance, tout le travail de longue haleine va avoir, on va dire, des adaptations qui seront contraires et négatives à ce profil requis pour exceller dans ces sports de haute puissance. Deuxième application pratique, c'est que les sports qui demandent de la force et de la masse musculaire, on ferait bien de sélectionner pour ces athlètes-là une modalité de conditionnement qui correspond au sport. Il donne notamment l'exemple du hockey, donc les athlètes de hockey devraient plutôt se diriger vers par exemple du vélo en termes de développement d'endurance plutôt que de la course. Pour un joueur de rugby, c'est clair qu'on va aller droit à la course parce que c'est ce qui aura le plus de transfert sur le terrain par rapport aux demandes du sport. Troisième application pratique, les athlètes de sport qui demandent des qualités de force, de puissance et de masse musculaire devraient éviter de faire plus de 3 entraînements type foncier, donc long et lent, par semaine, et privilégier plutôt des intervalles courts et rapides qui vont permettre de maintenir la masse musculaire, la force et la puissance. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard quand on parlera des implications dans le rugby. Dernier point, point numéro 4, ils ont vu pas ou peu d'effets négatifs du renforcement musculaire sur les capacités aérobies. Donc regardez le lien de causalité dans l'autre sens. Ça, c'est peut-être plus applicable pour peut-être des coureurs d'endurance de moyenne longue distance qui peuvent dormir tranquille et se dire bon, bah, je peux faire mon renforcement, ça n'aura pas d'effet négatif sur mes capacités aérobie et ils pourront en bénéficier quoi qu'il arrive au niveau structurel de ce travail de renforcement. Passons maintenant à la deuxième phase de cette vidéo en parlant des implications que ça peut avoir dans le rugby. À savoir que donc, le rugby, c'est un sport qui demande beaucoup de qualités différentes. Il faut de la vitesse, il faut savoir changer de direction, il faut garder des qualités réactives et explosives, il faut avoir de la force balistique ou de la force rapide, de la force lente aussi en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. On a aussi l'élément d'endurance, bien sûr, qui est très important, du combat, du corps à corps. Donc, un spectre qui est très large au niveau des qualités physiques qui sont requises pour exceller dans le rugby. Et donc, comment est-ce qu'on peut appliquer ces directives issues de la méta-analyse et des directives en général par rapport au travail concurrent, renforcement, cardio dans le contexte du rugby. Donc le premier point que je vais regarder, c'est au niveau du conditionnement, ils nous disent de sélectionner une modalité qui correspond au sport. Donc rugby, course à pied, on est d'accord. Maintenant, je pense que c'est intéressant d'explorer des cas particuliers, des cas dans lesquels on va dire ce lien direct ou ce choix évident peut être remis en question.
Le premier cas, c'est notamment en saison. Donc en saison, on a déjà beaucoup de volume de courses pendant les entraînements, pendant les matchs. Donc pour un joueur qui pourrait bénéficier de conditionnement supplémentaire, ça peut être intéressant de rajouter du volume de cardio, mais du volume hors course. Donc par exemple du rameur, du vélo, quelque chose qui ne va pas nécessairement compiler ou ajouter plus de stress sur le système que ce que n'a déjà fait le rugby pendant les entraînements et pendant les matchs. Donc ça, c'est un cas particulier auquel je peux penser. Le deuxième, c'est pour un athlète, pour un joueur de rugby qui a un poids de corps excessif. Là, on va vouloir limiter la course parce que c'est clair qu'au niveau des impacts au sol, ça a un effet conséquent sur les articulations et sur le corps en général. Donc pour un athlète qui est en surpoids, on privilégiera encore une fois tout ce qui est du volume hors course, donc rameur, vélo, elliptique même. Je veux dire, toutes les modalités sont bonnes à utiliser, à savoir peut-être ce que l'athlète préfère, ce à quoi il a accès aussi. Troisième cas particulier, pour un athlète qui a une capacité cardiaque qui est très réduite, on va vouloir bien sûr varier un petit peu les demandes au niveau de son travail de cardio. Donc c'est là où on pourrait aussi non seulement mettre de la course, mais peut-être inclure d'autres modalités également, vu qu'il va en faire pas mal parce qu'il en a besoin, autant qu'il fasse un petit peu de tout, qu'il touche à tout, ça peut que lui être bénéfique. Le prochain point sur lequel on passe, c'est quand il parle d'éviter plus de 3 entraînements fonciers longs par semaine et privilégier des intervalles courts. Alors je pense que, en tout cas dans l'approche que j'ai au niveau de la préparation physique pour le rugby, je privilégie quoi qu'il arrive une approche assez polarisée dans ce sens-là où on combine des sprints, donc du travail de qualitatif au niveau technique de course, au niveau gamme athlétique, et aussi qualitatif au niveau de l'intensité qu'on met sur ces courses et le repos qu'on utilise derrière après les sprints. Combiner ça avec du tempo qui est en gros du fractionné de basse intensité. Pour ceux qui ne connaissent pas le tempo, je vous mets le lien de la vidéo en haut. Donc, si on utilise déjà cette approche polarisée, on a ces parties de haute intensité qui vont nous permettre de maintenir notre masse musculaire, notre force, etc. Et on a quand même le travail fractionné, spécifique rugby, ou en tout cas qui a un très bon transfert sur le terrain au niveau des compétences physiques avec le tempo. Donc voilà, donc, petit bémol, si on utilise une approche polarisée, je pense qu'il faut juste faire attention à l'intensité du travail fractionné qu'on met par rapport à la structure de la semaine. Parce que c'est vrai que si on a du travail fractionné qui est de moyenne ou de haute intensité, il faut essayer de ne pas non plus étaler ça sur toute la semaine, en plus du rugby, parce que ça commence à faire beaucoup et après on va compromettre les capacités de récupération des joueurs, des athlètes. Alors question qu'on pourrait se poser, est-ce que peut-être on devrait isoler le travail de renforcement ou le travail cardio en fonction des besoins de l'athlète dans l'intersaison par exemple, entre les compétitions, pour éviter ces interférences et se dire, si je travaille que ça, pendant un moment, je vais avoir de meilleurs progrès que si je travaille les deux ensemble. Est-ce que ça peut être une solution? À mon avis, avec cette approche, il y a deux problèmes. Un, c'est qu'on va déjà créer un déficit d'une qualité par rapport à l'autre, qu'on va devoir, quoi qu'il arrive, rattraper après quand on revient vers le rugby, parce qu'il nous faut des deux pour être bon au rugby. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème que je vois, c'est que surtout dans le cas où on travaillerait par exemple le renforcement en isolation sans travailler le travail cardio et faire de la course également, c'est qu'on va développer une certaine tension musculaire, d'accord? À savoir qu'il y a un équilibre à garder entre la tension musculaire qu'on développe et qu'on peut développer et aussi le flux sanguin au travers du système cardiaque. Et donc si on a trop de tension musculaire, si on développe trop de tension musculaire, on va avoir des problèmes en termes d'apport de sang et d'oxygène dans ce muscle, d'accord? Parce que le cœur sera simplement pas assez fort pour pousser, pour passer ce blocage en fait créé par le muscle qui se contracte très très fort. Donc si on développe par exemple le renforcement sans du cardio derrière ou de manière concurrente, on va pouvoir potentiellement se retrouver dans une situation où on a développé trop de tension musculaire et là le cœur il n'arrive plus à suivre en gros et on se crée une limitation au niveau physique, au niveau physiologique. Donc deux solutions à ce problème, c'est que moi je privilégierais plutôt une structure type intégration verticale. Intégration verticale, ça veut dire qu'on va travailler toutes les qualités physiques au cours de l'année. On va garder un petit peu de tout, sauf qu'on va simplement moduler les intensités et les volumes de chacune de ces qualités en fonction de la phase dans laquelle on se trouve et aussi en fonction de peut-être la qualité ou les deux qualités qu'on veut travailler en priorité alors qu'on veut essayer de maintenir les autres qualités à un niveau respectable. Donc, cette approche-là nous permet de travailler toutes les qualités en même temps. Est-ce que c'est idéal? À mon avis, vu le contexte, oui.
Si on était un coureur d'endurance, par exemple, c'est clair qu'on ne voudrait pas faire toutes ces choses en même temps parce que ça ne va pas nous apporter pour notre sport. Mais en tant que joueur de rugby, on a besoin de toutes ces qualités sur le terrain. On ne peut pas juste se cantonner à une ou deux. Donc, tout travailler tout le temps, simplement moduler les volumes et les intensités. Deuxième solution, c'est d'accepter qu'on pourra de toute façon jamais travailler une seule qualité. Encore une fois, comme un athlète d'endurance pourrait se dire, je vais juste faire du travail d'endurance pendant 2 mois parce que j'ai juste besoin de ça pour ma course, ou juste faire du travail de vitesse parce que je suis un sprinter. On ne peut pas se permettre de faire ça dans un sport qui demande autant de qualité physique. Et donc, je pense qu'il faut travailler avec ce qu'on a. Il ne faut pas non plus trop perdre de temps à essayer d'organiser l'entraînement de manière parfaite selon des études qui ont été faites, etc. Parce qu'au final, ces études, elles sont faites dans un contexte qui est très très fermé, avec des contraintes qui sont… Il y a de nombreuses contraintes. Ils ont seulement regardé 2 variables, ou 3 ou 4 variables dans certains cas, mais on a tout l'environnement qui est autour qui n'est pas pris en considération dans ces études. Donc, il faut faire attention quand on prend les informations d'une étude et qu'on essaye de les appliquer dans un contexte, dans un environnement qui est beaucoup plus compliqué et complexe que celui de l'étude, et donc pas essayer non plus de faire les choses trop exactes par rapport à ces études-là. Je vais conclure là-dessus, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce contenu vous a plu, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!